Bonjour et bienvenue à vous. Merci infiniment d'être avec nous sur Média TV dans Onzito et voici notre sommaire. Alors aujourd'hui, on va beaucoup parler de santé. On commence par la santé mentale et on va parler de dépression, mais cette fois-ci chez les hommes. La dépression chez les messieurs est-elle différente de celle de la femme? Eh bien, on va en discuter dans quelques instants. Ensuite, on va parler d'une glande qui pose pas mal de problèmes. Et finalement, a-t-elle un rôle? A-t-elle véritablement un rôle dans notre organisme? C'est la thyroïde. À quoi sert-elle véritablement? Et puis, Alzheimer pour finir. Alzheimer, est-ce que c'est une simple histoire de mémoire? Sûrement pas, selon les professionnels. On vous raconte tout ça dans un petit moment. Bienvenue à vous, ça se passe sur Média TV et c'est Onzito. À tout de suite. Merci beaucoup d'être avec nous, Mahba Bikoum. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour tous ces sujets. Alors, la dépression masculine, c'est avec vous et c'est dans quelques instants, Dr Atman Lorabi. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être là. Vous êtes médecin psychiatre et psychothérapeute. Mahba. À côté de vous, Dr Marjan Benjeloun. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci infiniment d'être là. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Vous êtes médecin gériatre et avec vous, Alzheimer n'est pas qu'une histoire de mémoire. C'est beaucoup plus complexe que ça. On va passer ça en revue. Ce matin avec vous. Bien sûr. Et puis, cette histoire de glande thyroïde, docteur Sabrine Stioui, justement, à quoi sert la thyroïde? C'est bien une glande. Oui, effectivement. Et qui pose pas mal de problèmes de santé. Mais finalement, on se dit, à quoi ça sert? Est-ce que ça joue un rôle? Eh bien, apparemment, c'est un véritable chef d'orchestre. Effectivement. Mais vous allez nous expliquer pourquoi aussi ça peut se dérégler. Merci infiniment d'être là. Merci à vous. Vous êtes bien installés? Tout le monde va bien? On peut commencer? Parfait. Alors, on va parler de dépression, sans vouloir vous déprimer, mais justement, uniquement pour faire, on va dire, un peu plus de prévention et de sensibilisation. À tout de suite. Alors, docteur Atman Lorabi, on rappelle, vous êtes psychothérapeute à Casablanca. Oui. La dépression au masculin, quelle particularité? D'abord, quand on parle de dépression, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, est-ce que ça se manifeste de la même manière? Ce sont les mêmes critères, donc forcément ça se manifeste de la même manière, c'est-à-dire que quand on voit des symptômes, quand on les analyse, on retrouve la même chose qu'il y a derrière, c'est-à-dire une humeur, il y a des critères de durée, comme quoi c'est un ensemble de symptômes qui doivent durer pendant au moins une période de 15 jours, avec une humeur dépressive pratiquement tous les jours, un désintérêt, des problèmes d'appétit, des problèmes de sommeil, l'absence de plaisir. Donc ce sont des critères, et j'en passe, des idées noires, des idées suicidaires, parce que c'est important. Donc ce sont des critères qui sont les mêmes pour faire le diagnostic chez la femme et chez l'homme. Alors d'un point de vue médical, il y a une petite bizarrerie qu'on observe, c'est que à peu près dans tous les pays du monde, la prévalence de la dépression est un peu plus élevée chez les femmes. Alors, on peut se poser beaucoup de questions autour de ça. Il y a probablement peut-être un facteur biologique, il y a très certainement des facteurs sociaux. Hormonaux peut-être? Oui, c'est ce que j'entends par biologique. Okay. Des facteurs sociaux, parce que bon, la femme, la place de la femme, un peu partout, voilà, un peu challengée, on va dire ça comme ça. Donc, assez constamment, on retrouve une prévalence, ce qu'on appelle vie entière, c'est-à-dire les chances d'avoir au moins une dépression pendant la vie, qui sont chez les femmes entre 15 et 35% de la population. C'est quand même immense. Chez les hommes, on retrouve à peu près la même proportion, c'est-à-dire que selon les études, les pays, c'est 10 à 25% sur la vie entière. Donc, c'est-à-dire déjà que c'est une problématique de santé qui est extrêmement fréquente finalement et qui est assez méconnue, par exemple dans notre pays. Et c'est l'une des particularités, je pense, qui font que la dépression chez l'homme est un peu plus compliquée à diagnostiquer et à prendre en charge, parce que la femme est un peu plus, sans sexisme, arrive à plus souvent plus exprimer ses émotions, à être plus facilement émotive. Et il y a déjà une richesse de vocabulaire parce que c'est les modalités de communication chez les femmes, c'est pas les mêmes que chez les hommes. Donc il y a déjà une certaine facilité, donc on arrive rapidement à repérer quand on est triste, quand ça va pas, quand on est désespéré, etc. Assez souvent,
encore une fois sans surgénéralisation, chez les hommes, c'est plutôt juste une humeur maussade et une agressivité qui va transparaître, une espèce d'hostilité, avec bien sûr tout ce qui va à côté, la perte d'intérêt, le repli sur soi, etc. Mais à la limite, on se dit dans nos sociétés, mais justement c'est peut-être ça aussi qui vient compliquer la prise en charge, le diagnostic, le fait même de prendre conscience que ça va mal, c'est que dans nos sociétés, on se dit un homme peut être renfermé sur lui-même, c'est un aspect de sa masculinité. Tout à fait, on donne l'image de l'ours qui va hiberner. Et c'est normal. Non, enfin, c'est une construction sociale. C'est normal sociale. Dans la tête des gens, c'est pas normal. C'est banal. Banal, on va dire que c'est banal, qu'il n'y a pas de quoi s'affoler, alors que, justement, en rapport avec, je vous parlais de bizarrerie concernant la dépression entre l'homme et la femme, chez les hommes, en cas de dépression, on retrouve malheureusement beaucoup plus de taux de suicide. Et quand je parle de suicide, c'est pas des tentatives, c'est de suicide réussi. Donc, la dépression est, pardonnez-moi un peu le raccourci, plus mortel chez l'homme, on va dire ça comme ça, probablement aussi pour les facteurs sociaux, pour justement ce que vous disiez, la banalisation de certaines images et de certains comportements, parce qu'on parle de l'agressivité, de l'hostilité, elle est un peu banalisée, ça rentre aussi dans la masculinité, comme vous dites, et ça, au final, ça fait que la personne n'ira pas voir forcément le psychiatre, ou au moins le médecin généraliste, parce que bien sûr il peut se faire traiter, et ce sera une espèce de tabou, sans compter que souvent il s'accompagne des troubles des fonctions sexuelles, etc., qui sont absolument... Enfin, d'ailleurs, il y a souvent un focus là-dessus, c'est-à-dire il n'y a plus le focus sur l'état mental, etc., mais on va aller voir l'urologue, les sexologues, pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Il y a un focus, alors qu'en fait, ce n'est qu'un symptôme de cette dépression qui est là, mais qui n'est pas repérée et qui n'est pas prise en charge. Alors, vous l'avez dit de façon, on va dire, assez simple pour nous tous, et vous l'avez dit, malheureusement, la dépression est beaucoup plus mortelle pour l'homme. Oui. À cause de ces suicides malheureusement réussis. Oui. Maintenant, les idées suicidaires, le passage à l'acte, ça ne s'installe pas du jour au lendemain. Parmi les critères que vous avez cités, il y a la perte d'appétit, d'intérêt aussi, surtout la perte d'intérêt. Alors, comment on peut faire la différence, tous, hommes ou femmes, mais là, les hommes en particulier, puisque c'est à eux que s'adresse cette émission d'aujourd'hui, comment faire la différence entre routine et perte d'intérêt? Comment se dire, finalement, ce que je vis, ce sentiment, ce n'est pas une simple routine qui s'installe, mais c'est, attention, beaucoup plus le fort. Critère de durée est très important, dans le sens où, bien sûr, on peut tous passer une petite période de down, comme on dit, de blues ou de déprime. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire médicalement parlant? Ça veut dire que ce n'est pas présent sur 15 jours, pratiquement tous les jours. Il faut bien comprendre que quand on parle de dépression, quand on parle d'humeur, c'est une moyenne. Une humeur normale, c'est une humeur qui est dynamique, qui va passer par des moments de joie, qui va passer par des moments de tristesse, mais ce sont des émotions qui sont en rapport avec ce qui se passe autour. Ce n'est pas en rapport avec ma vie intérieure, mes pensées, mes ruminations, etc. Et c'est ça qui diffère par rapport à la dépression, c'est qu'il y a déjà cette dimension de temps. Et puis, on voit que, justement, ce qu'on appelle la routine, il n'y a pas de raison pour qu'en quelques semaines, tout à coup, ça devienne insupportable. Parce que c'est ça, souvent, on a un sentiment d'incapacité, parce qu'il y a d'autres symptômes qui sont plutôt d'ordre cognitif, qui sont le sentiment d'incapacité, l'autodévalorisation, la culpabilité. C'est-à-dire que la personne aura tendance à réfléchir dans le sens de ces mots-là que je vous disais. Et malheureusement, on ne se rend pas forcément compte qu'on a un peu tort, enfin, quand on est entre nous et nous-mêmes en train de penser, quand on est en phase de dépression, je parle de la maladie. Et souvent, on a aussi besoin de notre entourage qui verbalise son inquiétude et qui tire la sonnette d'alarme pour dire « t'es pas comme d'habitude ». Parce que souvent, on ne le remarque pas forcément. Donc, Mais le « t'es pas comme d'habitude », pas dans l'agressivité. Oui, bien sûr. Dans la bienveillance. Je parle de constat, je ne parle pas de reproche. C'est ça. Je parle de, voilà, je suis inquiet, parce que tu n'es pas comme d'habitude depuis longtemps. C'est ça, en fait, les critères. C'est ça. De manière très simple. Alors, pour faire le lien justement avec le sujet de la thyroïde, on sait que la thyroïde provoque pas mal de problèmes, notamment chez la femme. Est-ce que les troubles thyroïdiens existent aussi chez l'homme ? Et est-ce qu'ils sont justement est-ce qu'ils se manifestent également par une dépression? Alors, la thyroïde ou les pathologies thyroïdiennes atteignent plus la femme que l'homme.
Donc on a plus. Mais est-ce que l'homme est touché d'une manière ou d'une autre? Oui, il y a des hommes qui sont concernés. Effectivement, il y a des hommes qui sont concernés par une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie aussi, mais moins fréquemment que les femmes. On remarque une grande incidence chez les femmes, notamment. Et je joins à mon confrère, alors le problème de la thyroïde, le problème de la dépression, il est beaucoup plus répandu chez la femme que chez l'homme. Mais par exemple, est-ce que on peut trouver un problème de dépression dû à un problème biologique chez l'homme? Oui. C'est possible. Alors, et souvent, justement, la notion d'andropause à partir d'un certain âge, c'est ça qui est un peu alerté, mais on sait que, par exemple, en cas justement d'hypothyroïdie, on peut avoir une dépression qui se manifeste, ou au moins des symptômes qui ressemblent fortement. En cas aussi de diminution très forte des hormones sexuelles, c'est-à-dire la testostérone chez l'homme, il commence à y avoir une grande anxiété qui peut aboutir à une dépression authentique et assez marquée. Donc souvent, il est d'usage de faire un bilan biologique dans ce sens pour éliminer, mais selon bien sûr le contexte de chacun et ses antécédents. Je vous pose la question aussi, docteur Marjane Benjeloun, est-ce qu'une dépression, je vais dire peut-être n'importe quoi, mais une dépression mal soignée, mal prise en charge, peut être une porte d'entrée vers la démence? Oui, on a souvent remarqué et constaté aussi par des études que c'était deux pathologies fréquemment associées. Il y a une association certaine entre la démence et la dépression et il y a d'ailleurs des fois une difficulté dans le diagnostic différentiel. Des fois, on va avoir des troubles cognitifs, surtout chez la personne âgée, allégués, c'est-à-dire le patient a une plainte de mémoire, par exemple, et en fait, il s'avère que c'est une dépression qui est vécue souvent chez la personne âgée comme une impression d'avoir des troubles de la mémoire. Et souvent, on a beaucoup d'inquiétudes sur la mémoire, beaucoup de consultations de patients qui nous disent « Docteur, j'ai peur d'avoir la maladie d'Alzheimer ». Et c'est parfois une dépression. Ou une pathologie thyroïdienne, je rejoins mes collègues. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le sujet, mais est-ce qu'elle s'exprime différemment d'un âge à un autre, la dépression? Totalement. Justement, il y a beaucoup plus de variations liées à l'âge qu'au sexe. Par exemple, les dépressions chez l'enfant, c'est beaucoup plus physique, d'ailleurs un peu à l'image de la dépression chez le sujet âgé. Et ma consoeur parlait de la dépression, une forme pseudo-démentielle, c'est-à-dire que oui, on a l'impression que c'est une démence débutante, mais au final c'est une dépression. Mais malheureusement, on remarque aussi qu'il y a beaucoup d'authentiques maladies d'Alzheimer qui ont commencé par une dépression. C'est une association, une bizarrerie, encore une fois, mais statistiquement significative. Donc, il peut y avoir plusieurs formes cliniques en fonction de l'âge qui sont un peu répertoriées, mais les symptômes centraux comme la perte d'intérêt, la perte de plaisir, etc., restent à peu près identiques. Alors, pour revenir au cœur de ce sujet, dépression masculine, quelle particularité, comment on peut passer un message directement aux hommes qui nous regardent? Et quel message surtout? J'ai envie de dire que quand on remarque qu'on commence à être trop irritable, peut-être un peu plus chez soi, un peu plus devant la télévision ou devant l'écran ou avec le smartphone, parce que souvent ce sont des petites astuces qui permettent justement de se soulager, donc on n'est plus trop inquiet après. Il faut se poser sérieusement la question de est-ce qu'on ne se trouve pas foncièrement différent de avant? Parce que c'est ça la dépression. La dépression, c'est une maladie, donc il y a un vrai changement. La personne était comme ça, et avant, elle est devenue ainsi. Aujourd'hui, avec ses symptômes, qui ressemblent à toutes les personnes ces symptômes, on les retrouve chez toutes les personnes qui souffrent d'une dépression. C'est donc bien qu'il y a une maladie qui correspond à un effondrement des capacités psychiques d'adaptation tous les jours, quoi. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut le vulgariser. Mais justement, les hommes qui nous regardent, pas tous, peut-être certains vont adhérer à ce que vous dites et vont l'accepter, mais d'autres seront peut-être amenés ou poussés à se cacher derrière « mais non, il raconte n'importe quoi, mais si je m'enferme chez moi et que c'est parce que je suis fatiguée, je bosse beaucoup, j'ai trop de responsabilités, et c'est normal de se sentir fatiguée, et ça ne veut pas dire que j'ai une dépression. Ah, c'est maladie des temps modernes. » Oui, maladie des temps modernes, oui, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ou un effet de mode, ça ne veut absolument pas dire ça. Ça veut dire que la vie moderne est très stressante, point. Ça peut aussi vouloir dire ça. Et vous l'entendez, ce genre de commentaires, docteur? Bien sûr. Et à l'inverse, quand on est fatigué, justement,
on essaie de mettre en place des stratégies pour essayer de se soulager, pour prendre un peu plus de plaisir, pour se changer les idées, et non pas on se referme. On cherche normalement à se ressourcer, donc ce n'est pas très logique, in fine. C'est ça. Absolument. Alors, on va aller sur les questions des téléspectateurs. On a Hamida qui dit « Mon mari ne veut pas consulter, il me dit que ce sont des problèmes de femmes. » C'est des choses que vous entendez aussi ? Je sais pas, non, je les entends pas directement, j'imagine, parce que voilà. Mais par exemple, quand vous avez un patient qui arrive et que finalement, dans l'interrogatoire, vous discutez, vous vous rendez compte qu'il traîne sa dépression depuis très longtemps, oui. Et peut-être accompagné de sa femme qui va vous dire « Mais vous savez, docteur, je l'ai poussé à consulter, mais il ne voulait pas, il refusait. » Oui, alors... bon, là, on peut, d'un point de vue purement psychologique, questionner ce genre d'entretien parce qu'on désigne le malade, donc derrière, il y a des problématiques de couple et souvent, le fait de dire oui. C'est parce que tu es malade, donc ça crée un refus, un déni immédiat. Mais il y a souvent, sincèrement, moi je pense beaucoup plus souvent, un problème de méconnaissance. De méconnaissance de qu'est-ce que c'est une dépression, qu'est-ce que c'est la psychiatrie, parce que souvent, j'entends en Dalija, que les gens n'y croient pas, mais c'est pas une croyance, hein, c'est une spécialité médicale, voilà. On n'est pas en train de croire. Et il y a des choses qui sont là, qui sont décrites, qui existent chez tout le monde, chez tous les êtres humains, dans toutes les sociétés. Il n'y a pas de raison pour que chez nous, ce soit lié à une autre explication. Voilà. Absolument, c'est vrai, vous avez raison. Parfaitement, c'est un tableau clinique, c'est une pathologie avec ses symptômes, son diagnostic, sa prise en charge. Etc. C'est vrai. En fait, ce même monsieur aurait un diabète, aurait une hypertension, aurait un autre problème. Oui et non, mais en vrai, parce que les gens qui ont un diabète et une hypertension, on remarque qu'ils ont d'énormes problèmes d'observance, de traitement aussi, parce qu'il s'agit de prendre un médicament de manière chronique, et donc je pense que effectivement, ça décourage même les personnes quand elles sont au courant de qu'est-ce qui se trame, quelle est leur pathologie, à quoi ça correspond, et que ça a du sens, que ça ait du sens. Alors, l'autre question nous vient de elle, c'est plutôt un commentaire. Alors, plus je grandis, plus je réalise que la distance que mon père a eue avec nous n'est pas que culturelle. Oui, justement, c'est là qu'on se rend compte que ce mythe du papa marocain, on va l'appeler comme ça, avec l'âge, avec la distance, avec la maturité, si on le décompose, on se rend compte que dedans... il y a certaines petites choses qui peuvent inquiéter, du repli, trop de méfiance, des choses comme ça. Je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est juste pour dire que, justement, la distance n'est pas culturelle. Elle est là, il faut l'interroger. Il y a plusieurs raisons probablement, mais elle n'est pas que culturelle. Mais elle n'est pas que culturelle, absolument. Il ne faut pas lui en vouloir non plus, Ali. Hein. Peut-être l'information n'existait pas forcément avant. C'est ça, parce qu'en plus, ça peut créer des problèmes de famille, on peut en vouloir à ses parents. Même les traitements, on peut se poser la question, parce que quand on parle de notre contexte au Maroc, la psychiatrie est encore très jeune. Et de manière générale, la psychiatrie est une spécialité jeune. Donc voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Dr Atmal Lorabi. Et je pense que les sujets à venir vont vous interpeller également. Donc on continue la discussion ensemble. Cette fois-ci, on va parler de thyroïde. Je vous l'avais promis, cette matinée est vraiment une matinée santé, pleinement. Donc la thyroïde, à quoi ça sert? C'est tout de suite. Docteur Sabrine Ch'tioui, ça va? Vous êtes bien installé? Oui. On y va pour notre sujet. Alors, la thyroïde, à quoi ça sert? Parce qu'on se dit, d'abord, je rappelle, vous êtes médecin nutritionniste. Et en fait, on se pose la question parce qu'il y a tellement de problèmes autour de la thyroïde. Donc, hypo, tumeur, enfin, toutes ces choses-là. Il y a un dérèglement qui peut toucher cette glande. Et on se dit, mais puisqu'elle pose autant de problèmes, j'ai presque envie de la comparer à la prostate chez les hommes. Je ne sais pas, mais... Je ne sais pas si c'est comparable, mais on va dire que la prostate n'est que chez les hommes. Voilà. Mais, parce que ça aussi, ça pose problème au bout d'un moment. On se dit, mais finalement, à quoi ça sert ce truc? Bref, est-ce que la thyroïde sert à quelque chose? La thyroïde est un réel chef d'orchestre. La thyroïde, elle a un rôle primordial. Elle est essentielle à toutes les cellules de l'organisme. Elle sécrète des hormones thyroïdiennes via un oligo-élément important qui est l'iode. Okay. Alors la thyroïde capte l'iode de notre alimentation et permet de synthétiser différentes hormones, notamment la T4, la T3 et la calcitonine.
Okay. Alors, si on scinde chaque hormone et on étudie son rôle dans l'organisme, on va en déduire l'importance et le rôle primordial et important de cette glande endocrine dans notre organisme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un jour, elle perd les pédales, pour dire les choses de façon très simple? Alors, la thyroïde peut être siège de plusieurs perturbations. Alors, on peut assister à des perturbations métaboliques, notamment l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie, qui sont très connues. On peut assister également à une augmentation de volume, qui est dite goitre thyroïdien. Aussi, elle peut être le siège d'inflammation, dite thyroïdite, ou de maladies auto-immunes qu'on voit de plus en plus répandues durant ces dernières années. Ah oui, par exemple, comme quoi? Comme la maladie d'Hashimoto ou la maladie de Basedow, qui sont des maladies auto-immunes, ou l'auto-immunité, ça veut dire le corps, il va synthétiser des anticorps qui vont attaquer la glande thyroïde et entraîner des entités particulières de maladies auto-immunes. Ok. Alors, mais pourquoi justement? Parce que quand elle se chamboule, cette glande, elle pose beaucoup de problèmes de santé. Oui. Autant c'est le chef d'orchestre, mais justement quand le chef d'orchestre ne va pas bien, c'est tout le corps qui est chamboulé, perturbé de l'intérieur. Oui. Qu'est-ce qui peut venir perturber cette glande? Parce que des fois, on ne sait pas pourquoi on fait une hyper ou une hypothyroïdie, par exemple, les plus répandues, les plus connues. On ne sait pas, en fait. Et, le corps se dérègle, il y a certains symptômes qui amènent à la consultation et puis le couperet tombe. Mais on se dit, pourquoi? On va dire, il y a d'autres maladies qui sont... qu'on peut prévenir. L'hypertension, eh bien, l'obésité, le diabète. Enfin, il y a des critères qui sont clairs et nets. Oui. Mais pour la thyroïde, est-ce qu'il y a des critères aussi? L'hypothèse la plus répandue est le manque d'iode dans notre alimentation. Parce que la thyroïde, pour synthétiser ces hormones, elle a besoin de capter cet oligoélément. Or, notre corps ne fabrique pas l'iode. L'iode, il existe ou il est répandu dans l'alimentation. Ça veut dire que si on n'a pas assez de besoins, ou là, on ne couvre pas les besoins quotidiens suffisants en iode, on peut entraîner un dérèglement thyroïdien, surtout notamment l'hypothyroïdie. Par contre, les autres hypothèses, ils se dirigent plus vers des mécanismes auto-immuns, ça veut dire des mécanismes qui ne sont pas très bien élucidés jusqu'à présent, notamment dans les cas de maladies auto-immunes. Ok. Par rapport à l'iode, justement, comment faire le plein? Puisque c'est ça toute la, on va dire, la prévention possible. Effectivement. Alors, les besoins quotidiens varient entre 150 à 250 microgrammes. Normalement, on trouve assez d'iode dans notre alimentation quotidienne. Il est présent dans les laitages, dans les poissons, les crustacés, les mollusques, le sel de mer. Oui. Donc, l'iode, il est assez répandu. Il faut juste avoir une alimentation qui est équilibrée et une alimentation qui est à cheval pour assurer ses besoins. Alors, est-ce que, par exemple, vous savez, les enfants, quand ils sont encore très jeunes, ils ont une alimentation assez anarchique. Vous avez certains qui... ça vous fait sourire, docteur? Ça vous parle? Ils ont une alimentation assez anarchique. Mais justement, je pense aux miennes aussi, qui mangent un peu n'importe comment. Et je me dis, finalement, ils ne font pas le plein d'iode. Est-ce que très tôt, on peut créer des carences? Oui. Est-ce que il faut créer un capital vraiment dès le début de sa vie? Oui. Alors, il faut créer le capital depuis la vie fœtale, parce que la thyroïde joue un rôle depuis la vie fœtale. Ça veut dire qu'elle agit sur le fœtus, sur le développement du système nerveux du fœtus. Okay. Elle agit sur la croissance de l'enfant après, sur le développement du squelette, de l'entretien de l'os. Donc la maman doit bien manger, équilibré, déjà pour démarrer le capital. Effectivement. C'est pour ça que quelquefois on supplémente la femme enceinte, notamment si elle a des carences en iode ou d'acide folique, pour permettre le développement du système nerveux central. C'est ça. Et de là, le nom de chef d'orchestre pour la thyroïde, parce qu'elle a un rôle qui est tellement important dans la biosynthèse des protéines, dans le métabolisme des nutriments, un rôle dans la thermorégulation, ça veut dire qu'elle régule la chaleur corporelle. C'est ça. Elle a un rôle dans le métabolisme global, elle agit sur le muscle, sur le système digestif, sur le cœur, sur la qualité des cheveux, les qualités de la peau. C'est pour ça que la thyroïde a un rôle qui est aussi important et elle influe sur plusieurs fonctions de l'organisme. Alors, on va revenir sur le plein en iode, juste après une courte pause, pour les petits et pour les grands. Ça, c'est très important pour pouvoir constituer ce capital et surtout le préserver tout au long de sa vie. À tout de suite.
J'espère que vous passez du bon temps avec nous. On parle beaucoup de santé ce matin. On ne peut pas du tout vous faire peur. C'est vrai que quand on s'attaque à des sujets de santé, on se dit « Ah, quand même, ils sont déprimants, ils nous parlent de choses trop sérieuses. » On essaie tout simplement de faire un maximum de prévention parce que ça, c'est un capital d'information qui est nécessaire, justement. Alors, on a parlé de quoi? On a parlé de la dépression au masculin. Quelle particularité chez les hommes? On va parler tout à l'heure d'Alzheimer. Est-ce que c'est une simple histoire de mémoire? Eh bien, pas forcément, peut-être pas. Et puis pour l'heure, on parle de glandes thyroïdes. Qu'est-ce que c'est exactement? Et pourquoi ça pose autant de problèmes pour le corps? Et finalement, puisque ça pose autant de problèmes, à quoi ça sert? Est-ce que c'est important? Vous l'avez dit, Dr Sabahneh Chtioui, c'est le véritable chef d'orchestre du corps, et de l'organisme plutôt. Et pour le faire marcher, ce chef d'orchestre, eh bien, il a besoin d'iode. Oui. Donc, constituer son capital d'iode, c'est nécessaire. Comme vous l'avez dit, in utero déjà, pendant la grossesse. Effectivement. Pour que le bébé sorte déjà avec un petit réservoir qu'il va ensuite développer et fructifier. Tout à fait. Par quoi? L'alimentation. On ne parle pas bien sûr de lait maternel, etc. Mais voilà, enfant et grand, sur quoi il faut miser? Alors, il faut miser sur les produits de mer. Alors, quand je dis produits de mer, c'est surtout les poissons gras. Alors, les algues, qui sont très riches en iode, les crustacés. Il faut miser aussi sur le sélénium et le zinc, qui sont des oligo-éléments qui permettent une meilleure fixation de l'iode. Où est-ce qu'on trouve le sélénium? On le trouve dans les céréales complètes, on le trouve dans les légumineuses, on le trouve aussi dans les fruits secs. Pour le zinc, on le trouve aussi dans les crustacés, dans les produits de mer également comme l'iode, mais on le trouve dans les graines de citrouille, dans les graines de lin. Donc si on associe l'iode avec du sélénium, avec du zinc, on a une meilleure absorption, une meilleure assimilation. Alors, vous l'avez dit, l'alimentation en est riche et ce sont d'ailleurs des produits qui sont à la portée de tout le monde. Maintenant, d'autres pensent plutôt à la supplémentation, donc aux comprimés, sélénium, zinc. L'iode aussi, ça existe en supplémentation? Pas réellement, mais c'est surtout le sélénium et le zinc. Et le zinc, voilà. Est-ce qu'on peut faire une supplémentation en automédication? Est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque de l'automédication dans ce genre de complément alimentaire? Effectivement, il y a un risque de toxicité parce que le sélénium, le zinc, ils sont bons pour la santé, mais à des doses vraiment déterminées, précises. Effectivement. Okay, il y a un risque de toxicité, notamment pour le foie, parce que c'est notre foie qui métabolise la plupart des vitamines et des oligo-éléments. Donc, de préférence, avant de supplémenter en sélénium, en zinc, il vaut mieux faire un bilan biologique. On peut faire un bilan sélénium, zinc. On peut demander ces dosages-là? C'est possible? Alors, on peut demander, par exemple, un ionogramme sanguin, BHE, avec calcémie, et aussi un dosage de sélénium et de zinc. Comme ça, on voit aussi le capital en potassium, en magnésium, en différentes vitamines, en différents sels minéraux, pour vraiment assurer une bonne supplémentation. OK. Alors, maintenant, quand la thyroïde commence à poser problème, qu'est-ce qu'on fait pour rétablir? Donc, il y a bien sûr la prise en charge. Oui. Mais je me rends compte, pas mal de personnes qui ont ce genre de problème ont aussi des problèmes d'humeur. C'est-à-dire que la thyroïde touche l'organisme, mais atteint aussi l'humeur. Et donc, les personnes ont justement cette sensation d'être à fleur de peau, d'être irritable. Absolument, ce genre de choses, docteur. Tout à fait, aussi bien les hyper que les hypothyroïdies, avec deux petits mécanismes différents. Mais grosso modo, l'hyperthyroïdie, la personne est hyper nerveuse, avec des palpitations tout le temps, elle a du mal à dormir, elle a tout le temps chaud. Et donc, forcément, ça impacte au bout de quelques jours. On est irritable, en termes d'humeur. Et à l'inverse, l'hypothyroïdie, la personne est plutôt fatiguée, une asthénie qui, peut poser problème pour le travail, pour la vie de famille, pour beaucoup de choses. Et donc, ça aussi, forcément, ça met en défaut. En tout cas, ça crée du stress et qui peut réellement déclencher, qui peut aboutir à une dépression. Parce que ces personnes sont sous traitement. Mais souffrent de ces autres problèmes-là. Est-ce qu'il faut, à ce moment-là, une prise en charge aussi? Est-ce qu'il suffit de régler la thyroïde pour que tout marche? Oui, on règle la thyroïde, mais on calme aussi ces symptômes, ces sensations avec un traitement médical psychiatrique. Le principe, côté psychiatrique, c'est qu'on ne peut pas parler de dépression s'il y a une cause biologique. Vous savez, pour toutes les maladies psychiatriques, il faut éliminer une cause organique. C'est ça, d'abord, le premier principe. Donc, si c'est
un syndrome dépressif, on va l'appeler ça comme ça, c'est pas une dépression, mais qui est secondaire à la thyroïde, bon, on va traiter symptomatiquement, peut-être avec des médicaments pour calmer un peu le rythme cardiaque, pour diminuer un peu le niveau d'anxiété, pour faire éventuellement dormir, mais on n'irait pas forcément à un traitement tel que c'est imaginé, un antidépresseur, etc. Voilà. Parfait, ok. Alors, on a les questions des téléspectateurs. Madiha qui dit « Ma mère et ma sœur souffrent de la thyroïde. Est-ce que je dois aussi craindre pour moi ?» Oui, il y a un caractère génétique dans les pathologies thyroïdiennes. Donc, on lui conseille de faire un bilan thyroïdien. Un âge particulier ou Maintenant, on ne peut plus parler d'âge particulier. Parce qu'on a des pathologies qui apparaissent au-delà de la quarantaine, qu'on voit apparaître vers les vingtaines. On a par exemple des tumeurs thyroïdiennes qui étaient étiquetées à jeune âge, maintenant qui apparaissent à un âge avancé. Donc, on ne peut plus parler vraiment d'âge. Mais qu'est-ce qui se passe? La thyroïde chamboule aussi, on va dire, le cours de l'histoire, mais... Alors, c'est de là qu'intervient la génétique et l'épigénétique. Ça veut dire qu'on a aussi l'intervention de la génétique, mais de l'environnement. On parle de stress, on parle de pollution, on parle de mode de vie qui déclenchent un grand nombre de pathologies thyroïdiennes aussi. Absolument. Et ce bilan, on devrait le faire chaque année? Chaque année. Chaque année? Oui, chaque année. Ça doit devenir systématique? Systématique. Moi, je préconise un bilan annuel qui englobe le bilan thyroïdien, le bilan sanguin, le BHE avec les sels minéraux, les oligo-éléments. Comme ça, le patient, il va se rassurer pour son état de santé global. Ça, c'est quand on a des proches qui sont touchés? Quand on a des proches qui sont touchés. Et est-ce que vous conseillez un dépistage systématique à partir d'un certain âge? Non, pas vraiment. Pas forcément. Non, pas forcément. Alors, l'autre question vous vient de Brahim. Les hommes sont-ils aussi concernés? Oui, les hommes ils sont aussi concernés, mais avec une moindre incidence que les femmes. Avec les mêmes symptômes? On voit plus d'hyperthyroïdie chez les hommes que d'hypo, alors qu'on voit plus d'hypo chez les femmes que chez les hommes. Alors, pour faire court, l'hyper, c'est celle qui rend très nerveux. Alors, et l'hypo, c'est celle qui oui. Alors, l'hyper, c'est quand tous les métabolismes du corps est accéléré. Toutes les fonctions sont dans un état d'excitation. Ça veut dire que le patient, il est irrité, il a des troubles de l'humeur, des troubles de sommeil, il est stressé, il a une tachycardie, des palpitations, ça veut dire il a un rythme cardiaque qui est anarchique. Alors que l'hypo, c'est un état où les fonctions sont au ralenti, ils sont abaissés. Ça veut dire que le patient va se sentir fatigué avec une prise de poids, il va souffrir de pâleur, il va souffrir d'un ralentissement, d'un abaissement, d'une diminution d'un métabolisme général. Et tous ces symptômes-là, est-ce qu'ils s'installent d'un coup, très vite, ou ils s'installent sur le temps? Alors, en général, ils s'installent sur le temps. D'accord. Et notamment pour l'hypothyroïdie, elle est souvent confondue ou on a un diagnostic différentiel avec la dépression. Ok, parfait. Merci beaucoup, Dr Sabine Chioui. Vous êtes médecin nutritionniste. On reste ensemble. Alors, on a parlé de la dépression, on a parlé de la thyroïde et on va parler à présent d'Alzheimer. Merci beaucoup d'être là, Dr Marjan Benjeloun. Vous êtes médecin gériatre. Oui. Alors, on va rappeler quand même votre spécialité qui est relativement jeune et rare au Maroc. Donc, la gériatrie, c'est quoi au juste? Alors, je suis interniste à la base et puis c'est vrai que j'ai eu une passion... alors, avec la pédiatrie, j'y arrivais pas, j'avoue. J'ai eu une passion pour les personnes âgées et donc la gériatrie, donc les pathologies des personnes âgées, c'est une spécialité, en tout cas en France, depuis 2004. Elle s'est imposée d'elle-même avec l'augmentation de l'espérance de vie et avec des pathologies un peu différentes et une prise en charge un peu plus globale et un peu plus... voilà, il faut tout prendre en compte, l'aspect social, la perte d'autonomie, etc. Et donc, même en France, je pense que si vous allez dans la rue et que vous demandez qu'est-ce que c'est la gériatrie, tout le monde ne saura pas vous répondre, hein. C'est quand même assez nouveau. Et au Maroc, oui, je pense que c'est très nouveau. C'est très nouveau, mais c'est nécessaire. Je pense, oui. Avant, qui soignait la personne âgée? C'était le médecin de famille? Le médecin généraliste. Il y avait des hospices, il y avait des maisons de retraite, mais pas vraiment une personne... Mais pas vraiment... Pas chez nous, les maisons de retraite. Non. En France. Mais au Maroc, c'est le médecin de famille. Le médecin de famille. Voilà.
C'est le médecin de famille, oui, qui va soigner les personnes âgées. Mais la gériatrie, c'est une spécialité à part entière. Oui, depuis 2004. Depuis 2004. Voilà. Alors, vous prenez en charge aussi la maladie d'Alzheimer? Oui, dans le cadre de la gériatrie, effectivement, la maladie d'Alzheimer et l'âge est un facteur de risque. Donc, effectivement, la maladie d'Alzheimer a une incidence beaucoup plus élevée chez la personne âgée. On parle de près de 10% après 65 ans et près de 20% des personnes ont une démence de type Alzheimer après 75 ans. Donc, c'est des chiffres impressionnants quand même. Alors, votre prise en charge à vous en tant que médecin gériatre, c'est plutôt le côté humain de la maladie et moins le côté scientifique, neurologique? Non, c'est le côté global. Donc, il va y avoir à la fois la prise en charge purement scientifique, hein, donc traitement, molécules, voilà. etc. Évidemment, c'est vrai que en gériatrie, c'est plus global puisqu'il va falloir penser au retour à domicile, il va lui donner les médicaments, l'autonomie. Alors, je ne peux pas traiter un patient et ne pas lui demander où vous habitez, est-ce que vous habitez seul au premier, enfin. Un patient âgé qui sort de la consultation sans que je me sois enquérie de la manière dont il vit, s'il habite au 8e étage sans ascenseur avec personne qui va lui donner les médicaments, ben j'ai rien fait si je ne me suis pas intéressée à ce côté. Mais vous faites comment justement face à ce genre de situation? Vous avez un patient qui est âgé, qui commence à développer des symptômes d'Alzheimer et qui vit seul. Alors, dans l'Alzheimer, souvent, au début, on est conscient de ces symptômes et après, c'est le conjoint, souvent, ou l'entourage, en tout cas proche, qui va amener le patient à consulter parce qu'il y a, peut-être par un déni, peut-être par d'autres comportements, par d'autres explications, en tout cas, le patient n'est plus conscient de ses troubles. Donc, heureusement, c'est souvent l'entourage qui nous amène le patient et donc c'est avec l'entourage qu'on va adapter la prise en charge à domicile. Mais quand vous dites je dois aussi savoir comment vit cette personne, oui. Face à, on va dire, à une situation où la personne vit seule, vous vous transformez en assistante sociale alors voilà, c'est vrai qu'au Maroc, ça va être un peu difficile, et en même temps facile, parce que il y a des aides à domicile au Maroc. Alors, elles ne sont peut-être pas spécialisées, pas formées, mais il y a plus d'entourage au Maroc qu'en France. Alors, en France, ça va être moins d'entourage familial, mais plus d'aide à domicile formée. Tout à fait. Et donc, c'est grâce à cette solidarité un peu familiale qu'on retrouve et à ces aides à domicile présentes qu'on arrive à faire une aide à la maison. Alors, on va parler de notre sujet, en particulier. Le cœur du sujet, c'est Alzheimer n'est pas qu'une affaire de mémoire. Non. On a l'impression que Alzheimer, la perception, c'est ça, c'est que la personne prend de l'âge, vieillit, et puis perd sa mémoire, se souvient plus des choses. Alors que c'est aussi une question de perception. Oui. C'est en fait tout l'environnement, toute la perception de l'environnement qui change. Oui. Alors, la maladie d'Alzheimer au stade de démence, ça veut dire au stade où il y a une perte d'autonomie, c'est 70% des démences. Hein. C'est pas toutes les personnes qui ont une altération neurologique comme ça qui sont atteintes d'Alzheimer, c'est 70%. Ensuite, ils ont raison, les gens, parce que la démence de type Alzheimer, il y a aussi les démences vasculaires après un AVC. C'est le deuxième, par ordre de fréquence, c'est la deuxième. La démence de type Alzheimer, c'est d'abord une histoire de mémoire. Donc les gens n'ont pas tellement tort. Oui. Mais c'est réducteur quand même du patient, parce qu'on réduit le patient à sa mémoire. Il ne se souvient plus. Ah mais il se souvient plus. Vous avez raison, évidemment que ce n'est pas qu'un problème de mémoire, mais c'est souvent ça qui l'amène à consulter, parce que c'est ce qui est connu. Oui, c'est ça. Mais c'est ce qui est apparent, c'est ce qui amène à consulter. Mais c'est aussi une personne avec des émotions, c'est aussi une personne avec des sentiments. Et on a tendance, en fait, à penser, à croire qu'une personne qui ne se souvient plus est une personne qui ne ressent plus. Ah oui, non. Alors effectivement, c'est absolument pas ça. Et quand même, je pense, et puis je pense que vous serez d'accord avec moi, que la démence, c'est peut-être la transformation la plus bouleversante qui peut arriver à une personne âgée vieillissante.
On a tous peur. On dit tous moi je veux bien vieillir, mais pourvu que j'ai toute ma tête. Donc oui, c'est des gens qui ressentent en tout cas au début un bouleversement et qui ont très très peur. D'ailleurs, la plupart des consultations, c'est des gens qui viennent vous dire docteur, je pense que j'ai la maladie d'Alzheimer, j'oublie. Donc il y a une peur extrême de cette maladie. Et alors, est-ce que c'est une protection ou pas? Mais avec le temps, il y a d'autres émotions qui se mettent en cause, mais il y a une sorte de déni qui fait qu'il y a ce qu'on appelle une anosognosie, ou de façon plus légère, une anosodiaphorie. Non, ça oui, il va y avoir. Mais il va y avoir une non... comment dire? Le patient n'est pas très conscient de ses troubles. C'est-à-dire que vous lui dites... la question qu'on pose, c'est les problèmes de mémoire vous gênent-ils? Et il vous répond non, moi je ne suis pas malade. Donc il y a ça qui est peut-être un peu... Est-ce que c'est un effet protecteur? Je ne pourrais pas vous le dire. Est-ce que c'est un déni? Est-ce que c'est une non-perception de la maladie? Mais il va s'installer avec le temps, pas au début, une impression de ne pas être malade. Par contre, il y a d'autres problèmes émotionnels, comme les familles le vivent très mal, une indifférence affective, un émoussement de l'affect. Mais avant d'arriver à ça aussi, par rapport à ces personnes qui sont dans le début de la maladie, c'est la perception de l'environnement même physique, de sa maison, les couleurs. Oui, tout ça, il va y avoir un bouleversement scientifique. C'est ça. Et nous, au Maroc, on n'est pas sensibilisés à ces choses-là. Non. Par exemple, que pour améliorer la qualité de vie de ce patient au départ, il faut enlever ce tapis parce que lui, il le perçoit comme un danger. Il faut enlever telle couleur parce qu'il l'aperçoit d'une autre manière. Pourquoi les personnes en début de démence se brûlent plus facilement? Exactement. Est-ce que vous pouvez passer ce message à nos téléspectateurs aujourd'hui? Oui, bien sûr. Il faut savoir que, comme vous le dites, en dehors des troubles de mémoire, et c'est d'ailleurs associé, il va y avoir une trouble des perceptions. Ça peut être alors ce qu'on appelle une apraxie. Bref, le terme est scientifique, mais c'est pour dire qu'il peut y avoir un trouble de perception, non seulement des couleurs, mais des perspectives dans l'espace. Tout à fait. Et donc, les deux risques les plus importants qu'on constate, c'est le risque de chute, vous l'avez dit. Alors, c'est très important de diminuer le risque de chute parce que c'est une des choses les plus graves si elle mène à une fracture, par exemple. Et encore, ce n'est pas le pire, mais bon, puisqu'il va y avoir encore une réduction de la perte d'autonomie avec la fracture. Il y a aussi le risque de fugue, qui est non négligeable au Maroc. Le risque de chute, il est dû à quoi? Alors, il est dû à, comme beaucoup de choses en médecine, et surtout en gériatrie, à des causes nombreuses. Une des plus grandes causes, parce qu'il y a aussi le risque visuel, etc., vous l'avez dit, c'est l'environnement. À domicile, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour diminuer le risque de chute. Il y a les petits... Alors, quelles sont les premières causes de chute à domicile? Souvent les petits tapis non fixés sur lesquels on glisse. Il y a aussi l'éclairage. Il y a aussi les salles de bain. On glisse souvent dans la douche parce que c'est pas adapté et qu'il y a des choses à faire dans la salle de bain. Voilà, c'est bête à dire, mais c'est vrai. Pour se lever des toilettes, il faudrait ce qu'on appelle une rampe, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je regardais récemment un documentaire justement par rapport à cela, et en fait, il y a une initiative scientifique et médicale qui est développée notamment en Angleterre, sur l'accompagnement des personnes âgées et des personnes qui ont Alzheimer. Et justement, c'est l'aménagement tout à fait. C'est le plus important. Adapté à la personne malade. Exactement. Les couleurs à éviter, les tapis justement enlevés. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et ça, c'est une initiative qui se tâte, qui se tâtonne encore. Mais oui, ça peut être une piste. Non, c'est sûr que si vous avez un patient Alzheimer et surtout son entourage, parce que c'est lui qui va être là au quotidien, il y a des messages indispensables. La chute fait partie du risque le plus important parce que vous allez aboutir à peut-être une fracture ou un hématome sous-dural, on ne sait pas, qui va gravement altérer le patient et son autonomie, puisque finalement c'est une question d'autonomie. Donc vous avez parlé de l'environnement, il y a plein de choses, oui. Il y a surtout, nous n'oublions pas, le chaussage, pas pieds nus, pas avec des sandales qui ne tiennent pas le talon. Pas des babouches. Surtout pas. Donc il faut que ce soit des chaussures... alors il y a tout un truc sur les chaussures. Ça peut être soit des chaussures médicales qui se vendent au Maroc, soit tout simplement les baskets avec des scratchs. C'est facile, ça a des petits talons larges de 5 cm, ça tient le talon, l'avant-pied est large, puisque souvent les personnes âgées
ont des problèmes de pieds qui font tomber. Hein. Ça peut être des cales, ça peut être les orteils chevauchés, la luxe valgus, etc. Tout ça, ça fait tomber. C'est des causes c'est les causes les plus fréquentes de chute, hein, finalement. Donc le chaussage avant tout, l'environnement ensuite, les yeux, la cataracte, on ne voit pas donc on va tomber. L'arthrose, ça fait mal et ça fait tomber. La CAD et la kiné. La rééducation, parce que souvent, l'une des causes les plus fréquentes en dehors des yeux, des pieds, de l'environnement, ça va être une amyotrophie, un déficit musculaire, notamment au niveau des quadriceps, qui font que les patients ne tiennent pas bien debout. Au niveau des genoux, c'est mal verrouillé, on va dire, et donc les patients tombent. Alors, vous l'avez dit, docteur, il y a un moment où finalement la maladie prend le dessus et où le patient développe un espèce de mécanisme de protection. Oui. Mais il y a le entre-deux. Oui. Il y a le entre-deux, là où il y a encore la prise de conscience que quelque chose ne va pas. Oui. Et ça fait glisser vers une dépression, docteur Lorabi? C'est ce que j'avais précisé tout à l'heure, c'est qu'il y a finalement beaucoup de maladies d'Alzheimer qui commencent par une dépression. Et un peu dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, et même par rapport au risque de chute, l'une des causes, c'est les médicaments. C'est les médicaments, alors pas seulement les sédatifs, mais justement tout ce qui est hypnotique, les médicaments pour le sommeil, pour quand on en abuse, soulager l'anxiété. Non, même pas. Une prise, même à demi-dose, peut donner une hypotension orthostatique, des choses comme ça. Même pas ce genre de médicaments. Les antihypertenseurs, par exemple, pour les gens qui ont une hypertension artérielle, voilà, il y a un risque qui est inhérent au traitement. Et ça, c'est ça la belle spécificité de la gériatrie, c'est qu'il faut penser à tout ça en même temps. Hein. C'est-à-dire que même quand il y a quelque chose qu'on peut traiter, il faut se poser la question de est-ce qu'on ne va pas plus nuire qu'autre chose, hein, à travers ce genre de risque. Okay. Tout à fait. Surtout, voilà, un message que le docteur Lorabi a fait bien de passer. Attention aux médicaments avec l'âge. Il y a une diminution de la fonction rénale, une diminution de la fonction hépatique. Donc, les médicaments ont tendance à s'accumuler. Après avoir pris un sédatif, on se lève, on va aux toilettes, on tombe parce qu'on est sous l'effet du sédatif et on se casse, malheureusement, parfois le col du fémur. Et là, c'est grave. C'est grave, c'est vrai. Alors, vous avez Saad qui vous dit, on passe aux interventions des téléspectateurs. La prévention est-elle vraiment efficace contre Alzheimer? Est-ce qu'on peut faire de la prévention vraiment? Alors, la prévention, c'est une question importante et c'est un peu du bon sens. Et tout le monde sait à peu près la prévention. On sait maintenant que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie très longue, sur du très long terme, et qu'elle évolue à peu près, c'est pas une maladie courte, hein, c'est sur 15 ans, hein, 10-15 ans la maladie d'Alzheimer. Et on sait maintenant qu'on l'a peut-être pendant longtemps, comme vous dites, sans qu'on ait les symptômes. Et qu'il y a maintenant de nouveaux examens qui permettent quand même de la dépister et qui se font en centre mémoire. La prévention, c'est d'abord des idées de bon sens qui sont... on a beaucoup parlé de la nutrition, oui, la nutrition. L'activité physique, oui. Le lien social, surtout. On en a beaucoup parlé. Et le lien social familial aussi, transgénérationnel. Il faut être socialisé. On a parlé la dernière fois dans l'émission sur le cerveau de la sollicitation de neurones, tout le temps. Et pourquoi ? Parce que plus vous en avez dans le cerveau, finalement, plus vous allez compenser, c'est une réserve cognitive qui fait que peut-être votre maladie d'Alzheimer n'apparaîtra jamais. Parce que finalement, tout ce que vous avez sollicité est là pour compenser. Ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Donc alors, oui, travailler. On a une autre question, une question justement qui peut interpeller pas mal de personnes. Le burn-out peut-il faire des dégâts à nos neurones ? C'est une bonne question. Le burn-out, le stress, comme le disait mon confrère, sont parfois des déclencheurs de dépression. Et la dépression, on ne sait pas, en tout cas, est très fortement associée à la maladie d'Alzheimer. On a des chiffres comme, pas faire peur les gens, mais bon, quelqu'un de déprimé peut avoir 6 fois plus de risque de développer une maladie d'Alzheimer. Donc, il est clair qu'il y a des associations entre le burn-out, le stress, la dépression et cette maladie d'Alzheimer. Un petit mot là-dessus, docteur, burn-out et neurones. Il ne faut pas confondre burn-out, parce que le burn-out, c'est devenu un diagnostic. Non, c'est une dépression, mais en lien avec la détérioration des conditions de travail. C'est ça, en fait, la traduction de burn-out. Je pense que la question parle plutôt de stress. Et moi, je vais vous dire, tout ce qui nous impose de la contrainte,
biologiquement parlant, ça crée du stress. Et le stress, il est nocif pour à peu près toutes les cellules. Donc ça... Absolument. Ça détruit tout. Merci infiniment d'avoir été là. J'espère qu'on ne les a pas déprimés ce matin. On finit par un grand sourire général. Ça, c'est top. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. Merci Dr Ratman Dorabi, Dr Sabrin Chioui, Dr Marjan Benjeloun. Merci d'avoir été là pour les téléspectateurs. À très très vite sur Médiane TV. Au revoir.